Bonjour et bienvenue à vous. Vous suivez le direct des Voix de l'Info. Merci de votre fidélité. Voici le programme de votre soirée. Ça bouge au sein du gouvernement. Démission en série de Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi. Pour la première, sans surprise, elle est tête de liste aux européennes. Pour les deux autres sortants, c'est la bataille des municipales à Paris qu'ils visent. Alors qu'en pensez-vous? Y a-t-il une valse des ambitions? On va en parler. Sous quelles conditions le président pourra-t-il se représenter en 2022? C'est l'ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, qui a mis le sujet sur la table. 2022, c'est loin, bien sûr, mais tout se joue en ce moment. On écoutera les explications de cet ex-conseiller. Dans l'actualité également, des rumeurs à la chasse anti-Roms. Face à ces fausses informations, sommes-nous impuissants? C'est la question posée après les expéditions punitives à l'encontre de Roms en Seine-Saint-Denis. Débat à suivre tout à l'heure avec justement l'un des membres de cette communauté. Il sera bien sûr avec nous en plateau. Le regard ce soir de notre grand témoin sur l'actualité et en particulier sa vision de l'Europe et de la France en Europe. Il est philosophe, écrivain, dramaturge. Bernard-Henri Lévy est l'auteur et l'interprète d'une pièce de théâtre Looking for Europe. Quelle Europe? Les peuples, le Brexit, les populismes. Beaucoup de sujets à traiter ce soir et justement, sans plus tarder, je vais rejoindre notre invité déjà installé sur le plateau des Voix de l'Info. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc en tournée théâtrale européenne, ou devrais-je dire en campagne européenne, sans aspect politicien, pour une certaine vision de l'Europe contre les populismes, les nationalismes, avec cette pièce intitulée Looking for Europe, où vous interrogez la notion même d'Europe et de son devenir. C'est un spectacle sous forme de monologue. On va regarder justement un extrait. Prenez Kurz et Macron. Je sais qu'on les compare souvent, mais je trouve cette comparaison idiote. Non que le président français soit exempt de défauts, mais il y a deux façons d'être jeune et le vrai critère pour distinguer les deux, ce n'est pas la capacité à briser les codes, ça, tout le monde en est capable, c'est le rapport au passé. Et je ne peux pas imaginer, pour le coup, le président français procédant à cet étrange coup politique, celui de faire copain-copain avec Salvini et Seehofer, de réunir l'allemand et l'italien et d'ajouter: il nous faudrait un nom de code, un slogan pour cette brave équipe de jeunes dirigeants qu'on est en train de former. Pourquoi pas tout simplement l'Axe? Eh ben voilà, l'Axe. Ben je vais vous dire, je ne peux pas imaginer Monsieur Kurz assez ingénu pour ignorer ce qu'un axe entre leaders d'extrême droite, allemand, italien et autrichien veut forcément dire. La pièce de théâtre, l'Europe, votre regard, le confronter aussi à la réalité aujourd'hui. Beaucoup de sujets à traiter avec vous, Bernard-Henri Lévy. Au cours de cet entretien, on va marquer une courte pause, entretien, et puis un duel, un face-à-face avec Alexandre Devecchio du Figaro qui nous rejoindra tout à l'heure pour vous apporter la contradiction. Merci d'être là. Les Voix de l'Info, c'est parti. Une poignée de minutes et on se retrouve. À tout de suite. Des Voix de l'Info, il est philosophe, écrivain, dramaturge, auteur et interprète de cette pièce de théâtre Looking for Europe. Bernard-Henri Lévy, tout d'abord, pourquoi une pièce de théâtre sur ce sujet? Pourquoi sur l'Europe? Pourquoi maintenant? Pourquoi sur l'Europe? Parce que je crois il y a vraiment le feu à la Maison Europe et qu'il est minuit moins 5, que l'Europe n'a jamais eu autant d'adversaires qu'aujourd'hui et que notamment les jeunes générations sont peut-être moins sensibles que la mienne à ce que l'Europe a de magnifique et d'important. Donc ça, c'est pourquoi l'Europe et pourquoi maintenant. Et puis pourquoi une pièce de théâtre? Parce que je pense que c'est un instrument extraordinaire pour parler directement aux gens. J'aurais pu évidemment écrire un livre. Ça, c'est important, ce que vous Le dites. théâtre, Oui. Ça permet de rencontrer des gens. Mais quels gens, Bernard-Henri Lévy? Parce que vous jouez dans les plus grandes capitales européennes, des métropoles. Est-ce que c'est véritablement là que l'on rencontre ce qu'on appelle l'Europe profonde, comme la France profonde, l'Angleterre profonde? Oui, en partie. bon D'abord, je vais parler de demain en Ukraine. Je vais aussi parler dans des universités à Kiev. Donc je vais rencontrer les jeunes Européens de demain. Ils sont déjà convaincus.
dans les universités. Est-ce que c'est Ils ne sont pas si convaincus que ça, parce qu'en Ukraine, par exemple, il y a un vrai débat. Est-ce que l'Ukraine a vocation vraiment à entrer dans l'Europe, ou est-ce qu'elle a vocation à être un peu partie de l'Europe et un peu partie de l'Eurasie poutinienne? Non, il y a un vrai débat sur tout ça, et je pense que le théâtre, c'est un bon moyen. Au fond, vous savez, le théâtre, c'est une foule, mais où chacun est singulier. C'est une foule où les gens ont tous un visage et tous une identité. C'est pas une masse. La foule, un public de théâtre, c'est pas une masse. Plus largement, vous dénoncez, vous combattez, on va dire, des personnalités comme Salvini en Italie, comme Orban en Hongrie. Ce sont des responsables politiques, vous le savez, populaires, soutenus, encouragés dans leur propre pays, et probablement que leur propre peuple voterait une nouvelle fois pour eux. Est-ce que pour vous, les peuples ont tort? Ces peuples ont tort? Non, je pense il y a deux choses. D'abord, je pense qu'il y a en effet une génération de leaders en Europe aujourd'hui qui se servent des outils de la démocratie pour détruire la démocratie. Parce que la démocratie, c'est pas seulement le fait d'être élu, c'est aussi le fait de respecter des libertés fondamentales, de respecter la séparation des pouvoirs, de respecter la liberté de la presse, et ainsi de suite. Donc, quelqu'un comme Orban ou quelqu'un comme le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Salvini, c'est des gens qui, en effet, sont venus au pouvoir par des moyens démocratiques, mais qui sont en train, tout doucement, de grignoter les libertés démocratiques à l'intérieur de leur propre pays. Parlons alors d'une autre forme de populisme, où il n'y a pas de mise en danger de la démocratie. Si on va en Grande-Bretagne, est-ce que vous estimez que les Britanniques ont mal voté quand ils ont voté pour le Brexit? C'est la petite musique qu'on entend de la part d'une certaine élite, de dire « Oh là là, ils n'avaient pas tous les éléments lors de la campagne, ils ont mal voté ». Ce que je crois, en tout cas, c'est qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non. La démocratie, c'est aussi ça. Ça veut dire admettre qu'il y a des questions d'une terrible, redoutable et très ancienne complexité qui font qu'on ne peut pas les réduire à un choix binaire. Ça devient complexe pour le peuple. Pas du tout. Le peuple, bien sûr que non. Le peuple peut parfaitement délibérer, réfléchir et finir par voter, mais pas un référendum où on dit oui ou non. Il y avait un éventail de choix pour les Britanniques. Il y avait une manière d'y rester, il y avait 1000 choses. Certainement pas ce référendum démagogique, alimenté à l'époque, rappelez-vous, il y a 3 ans, par des fake news, par des gens qui, le lendemain même du vote, ont dit en éclatant de rire à la télévision qu'ils avaient enfumé leurs électeurs et raconté n'importe quoi. Donc en effet, le Brexit, c'est l'exemple même d'une démocratie devenue folle. Et on le voit, regardez, depuis 3 ans. Tout le monde s'y attelle. Les députés, la Première ministre, l'opposition, les Européens, M. Barnier, qui n'est pas le plus mauvais des négociateurs, et il n'y arrive pas. Mais pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi le Brexit? Pourquoi les Salvini? Pourquoi les Orban? Qui les a réellement mis au pouvoir? Les peuples, très certainement. Mais est-ce que ce n'est pas la faillite, pardonnez-moi, d'une forme d'élite dirigeante, une élite autoproclamée, mais parfois une élite dont vous êtes la quintessence? Attendez, en démocratie d'abord et en République, les élites ne sont jamais autoproclamées. Ah non, attendez, les élites, elles sortent des... Parfois, je dis certaines élites intellectuelles, elles sont autoproclamées, mais ne visent personne. La plupart d'entre elles sortent des écoles, ont des diplômes. Vous, par exemple, les journalistes... Ah non, votre profession, les journalistes... Pourquoi un diplôme, c'est pas un brevet pour appartenir à une élite? En tout cas, c'est pas autoproclamé. Voilà, ça n'est pas autoproclamé. Alors, on peut discuter le mécanisme de cooptation, de fabrication ou de renouvellement des élites. On peut avoir un débat sur la légitimité des élites. Mais quand même, leur faillite, est-ce que ça n'a pas conduit justement à Salvini, Orban au pouvoir, le Brexit? Je crois qu'il y a deux choses. Je crois pas d'abord, il n'y a pas les élites. Il y a des bonnes et des mauvaises élites. Comme il n'y a pas le peuple, d'ailleurs. Oui, il y a des élites qui ont démérité et il y en a d'autres qui ont mérité de la République. Ça, c'est la première chose. Et je crois que Dieu nous garde de sociétés ou de démocratie où il n'y aurait plus d'élite, c'est-à-dire où il n'y aurait plus, en effet, des gens, une aristocratie du savoir, de l'art, de la science, des gens qui voueraient leur vie à ça. C'est ça aussi les élites. Ça veut dire des serviteurs du service public, c'est tout cela. Dieu nous garde de sociétés qui se seraient débarrassés de leurs élites. Il ne s'agit pas de couper la tête à toutes les élites, il s'agit d'une autocritique et d'une introspection nécessaire pour comprendre pourquoi nous en sommes là. Alors les élites, le propre d'une démocratie, c'est qu'en effet, contrairement au régime totalitaire où les dirigeants prétendent tout savoir et avoir toujours raison, en démocratie,
Bien sûr qu'il faut remettre les élites en cause. Et elles se remettent elles-mêmes en cause et elles sont par définition faillibles. Alors après, il y a autre chose. Il y a, pour la 3e fois depuis un siècle, une vague très puissante d'illibéralisme, de détestation qui vient des profondeurs des valeurs libérales et des valeurs démocratiques. La première fois, c'était avant la Première Guerre mondiale, fin du 19e, début du 20e siècle. Deuxième fois, c'était les années 20 et 30. Et aujourd'hui, nous faisons face à une 3e vague d'illibéralisme. Ce qui est frappant, Bernard-Henri Lévy, dans la pièce de théâtre, mais dans vos engagements, c'est qu'on a l'impression qu'il y a 2 camps. Le camp du progressisme, un camp du bien, qui serait toujours du bon côté de l'histoire, qui aurait déjà tout compris. Et puis l'autre camp, les nationalistes, les populistes, sales, obscurs, oulala. Non, il n'y a pas de camp du bien. Vous les dressez les uns contre les autres? Non, il n'y a pas de camp du bien. D'abord, moi, je ne me réclame d'aucun camp. Mais si le progressisme, quand même. Même pas? Je ne dis pas le progressisme. Moi, j'appartiens à la famille de ceux qui, justement, pensent qu'il n'y a pas que le propre d'un démocrate, c'est de savoir que les repères de la certitude sont toujours en train de vaciller, qu'on ne sait jamais si les choix sont exactement ce qu'il faut faire. Et c'est même pour ça qu'on vote tous les 5 ans. Et c'est pour ça qu'on renouvelle ou pas sa confiance à ses dirigeants. C'est que un démocrate, c'est quelqu'un qui pense que la bonne solution n'est jamais là. Que la bonne société, on n'est jamais dedans. Que ça peut toujours aller mieux. C'est le contraire du camp du bien. C'est le camp du moindre mal. C'est le camp de ceux qui essaient d'aller vers le moindre mal. En revanche, les nationalistes, les xénophobes, les populistes, ceux-là, ils croient qu'ils sont dans le camp du bien. Ils ont une définition du peuple qu'ils fabriquent à la hâte et à la hache et dans laquelle ils s'enferment. Eux prétendent être dans le camp du bien. Dans votre texte sur scène, la pièce de théâtre, vous demandez, Bernard-Henri Lévy, une Europe plus démocratique. Vous demandez une Europe plus dure avec les puissants. Vous demandez une Europe plus empathique, plus indulgente avec les plus faibles. Donc une Europe plus sociale. Mais les peuples, aujourd'hui, ils demandent les frontières, ils demandent la sécurité, ils demandent moins d'immigration, ils demandent la protection. Est-ce que vous avez l'impression d'être en phase? Eh bien, moi, ce que j'essaie de leur dire, très modestement, parce que je suis en campagne, mais en campagne... Vous le reconnaissez? Oui. Vous êtes en campagne. Je suis la seule personne en campagne aujourd'hui qui ne soit candidat à rien. Donc sans parti, sans division. Ma campagne à moi, pas de division. C'est un acte gratuit. C'est sans division, c'est sans candidature. Et c'est un acte gratuit. C'est un acte militant, c'est un acte de conviction. Donc ce que je dis aux gens qui veulent bien venir m'écouter, c'est que pour avoir la sécurité, pour avoir la prospérité, et je ne sais pas quoi encore, ce que vous disiez, il vaut mieux l'Europe que la petite frontière nationale. Si on veut, par exemple... Mais ils attendent ça. Ils l'ont testé. Ils ne voient pas grand-chose venir de l'Europe, Bernard-Henri Lévy. Où est le pouvoir d'achat? Où est la protection? Où est la sécurité, l'identité, la civilisation? Il y a une grande loi dans l'histoire, c'est qu'il n'y a jamais d'histoire des catastrophes évitées. Il n'y a pas d'histoire des catastrophes évitées. Mais en revanche, j'étais il y a quelques jours en Grèce pour préparer ma représentation à Athènes dans quelques jours. J'ai rencontré des gens qui, en 2015, ont cru qu'il fallait sortir de l'Europe et puis qui, aujourd'hui, ont compris leur douleur et ont compris l'erreur qu'ils ont failli commettre. Et ils savent que même si les temps sont très durs, même si la rigueur imposée par l'Europe a été difficile à avaler, ça aurait été pire sans l'Europe. Ça aurait été pire sans l'euro. Ça aurait été pire si on avait laissé Vladimir Poutine imprimer ses drachmes. Certes, mais certains veulent tester. Orban en Hongrie, veulent tester. Salvini en Italie, veulent tester peut-être. Le Rassemblement national en France, veulent tester. Vous ne pouvez pas leur dire déjà, non, ce sera mauvais. Non, bien sûr que non. Mais il faut leur dire, il faut que les gens sachent quelles sont les implications de leur choix. Il faut que les gens votent en connaissance de cause. Il faut leur dire, par exemple, à ceux qui aujourd'hui s'apprêtent à voter Orban, il y a eu un bon signal qui a été envoyé récemment par la famille politique dont Orban se réclame. On a dit aux électeurs d'Orban, attention, vous pouvez voter pour lui, mais il est un peu mis au banc de la famille. Voilà le type de message qu'il faut adresser. En France, Rassemblement national, évidemment, il y a des Français qui se reconnaissent dans ce vote-là.
il faut qu'ils sachent. Et vous ne les traitez pas, ceux-là, de xénophobes, de populistes? Si, Ah bon? bien sûr, Les Français qui soutiennent Marine Le Pen sont des xénophobes, des populistes et des nationalistes? Les Français qui soutiennent Marine Le Pen sont des Français qui soutiennent une candidate qui fait ouvertement, quand elle prend la parole... Oui, parole... mais faites-vous le lien direct? Le lien direct... Est-ce que ces Français-là sont... j'allais dire, comme le parti que vous dénoncez, sont xénophobes, populistes, nationalistes? Les électeurs sont adultes, ils sont éclairés, ils savent ce qu'ils font. Vous êtes là pour faire votre métier. Au moment de la dernière présidentielle, il y a eu un grand débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, où on a pu voir, quel que soit ce qu'on peut penser de l'un ou de l'autre, on a pu voir d'un côté un candidat raisonnable et démocrate et de l'autre côté un torrent de haine. C'est votre avis. Non, ça a été l'avis, heureusement, d'une grande majorité de Français. D'une très grande majorité de Français. Certains, Bernard-Henri Lévy, on a compris que vous êtes en campagne pour une forme d'Europe, vous reprochent vos engagements. On le voit d'ailleurs quand on vous annonce, quand vous allez venir dans une émission, on dit « Ah, mais c'est Bernard-Henri Lévy qui s'est engagé sur certaines causes ». Il y a certaines causes dont je voudrais parler avec vous, c'est un entretien sans langue de bois. Vous vous êtes engagé en particulier sur quelqu'un qui est beaucoup dans l'actualité en ce moment, c'est Cesare Battisti, l'ancien activiste italien d'extrême gauche qui a été condamné en Italie à perpétuité pour 4 meurtres qu'il n'avait jamais reconnus. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de reconnaître, il vient d'admettre. Vous l'avez soutenu sans faille? Non, je ne l'ai pas soutenu sans faille, non. Vous avez écrit une lettre au président Lula. Oui. Vous n'avez cessé de le soutenir, j'ai retrouvé les articles, oui, mais peut-être que vous avez changé d'avis depuis qu'il a reconnu ses meurtres. Oui, j'ai entendu ce qu'il a dit. Mais je dis que quand un homme accusé de crimes terribles se déclare innocent, moi, je préfère qu'on évite l'erreur judiciaire. Ça veut dire que je préfère qu'on fasse crédit à cette proclamation d'innocence. C'est tout. Donc, j'ai dit pendant toutes ces années que je n'avais pas d'opinion sur la culpabilité ou non de Cesare Battisti, mais qu'il fallait entendre. Une partie de la gauche française, Bernard-Henri Lévy, en a fait un héros. Moi, je me souviens comme il était difficile de parler de lui, de parler de ses assassinats. Certains se faisaient vraiment vilipender. Un héros qu'on découvre... Moi, mon seul héros, c'est le droit. Et en particulier le droit d'un homme. Vous étiez engagé, vous avez signé des pétitions, écrit une lettre au président Lula, vous, Fred Vargas et d'autres. En disant, sans penser aux familles des victimes qui doivent se dire, voilà, il a reconnu ces crimes, cet individu. Mon héros, c'est le droit, et en particulier le droit pour un homme de faire face à son juge. C'est ça que j'ai écrit à l'époque des textes auxquels vous faites allusion. Et c'est ce qui s'est passé là. Donc pas de regret d'avoir... cru en cet homme. Pas de regret. Lorsqu'un homme se proclame innocent, de m'être dit... Vous savez ce qu'il a dit au juge? Il a dit « Je n'ai jamais été victime d'une injustice. Je me suis moqué de tous ceux qui m'ont aidé. Je n'ai même pas eu besoin de mentir à certains d'entre eux. » Mais c'est son problème, c'est pas le mien. C'est son problème. C'est son problème. Pas de regret. Non, moi je vous répète, à l'époque, cet homme avait été condamné... Mais vous reconnaissez qu'une partie de la gauche en a fait son héros. Cesare Battisti, c'était le militant, le héros, il ne fallait pas dire assassin. En tout cas, ce n'était pas le mien. Moi, je crois, par exemple, qu'un procès par contumace est un procès qui, lorsque le présumé coupable est appréhendé, il doit être rejoué. Et le présumé coupable doit rencontrer son juge, doit s'exprimer, doit parler. Ce qui apparemment vient de se passer, c'est très bien, c'est dans l'ordre. Donc, il sera mis face à ces assassinats. Oui, voilà. Bien sûr, et face à sa conscience, et c'est son affaire, c'est pas la mienne. Moi, je défendais à l'époque des principes. C'est intéressant, les principes, les valeurs, le droit, vous les avez soutenus, vous les avez défendus sur d'autres terrains, des terrains de guerre, au Moyen-Orient, au Maghreb. Encore une fois, certains vous reprochent, Bernard-Henri Lévy, c'est une question vraiment qui est importante, d'avoir soutenu parfois des factions, des rebelles, notamment en Syrie, et d'avoir découvert après que c'était des islamistes. Est-ce que le droit, les valeurs passent avant, justement, parfois, la montée d'un islam radical et qu'il faut d'abord défendre une cause avant une autre? Non, je ne crois pas avoir jamais défendu des islamistes radicaux, en ignorant qu'ils l'étaient. Je ne crois pas, non. J'ai défendu le droit de communautés de femmes et d'hommes à ne pas être massacrés, dépecés, réduits en charpie, ça oui, sans demander quelle était leur identité politique et sans leur demander quelles étaient leurs convictions avant de décider qu'il fallait les sauver du massacre. Mais par ailleurs, j'ai toujours veillé dans tous mes engagements à faire la part entre
l'islam des Lumières et l'islam radical. Parce que pour moi, c'est la grande Même affaire si de vos engagements ont pu contribuer à un morcellement de la Libye et un grand désordre dans la région. Mais en revanche... Que vous reconnaissez, de fait. Ce que je reconnais surtout, c'est que ceux qui sont intervenus en Libye ont évité qu'il y ait 2 Syries. Parce que le véritable danger... Aujourd'hui, il y en a 10 en Libye, tellement le pays est morcelé. Pas du tout. Vous savez ce que c'est que la Syrie? C'est des millions de réfugiés, c'est des centaines de milliers de morts, c'est Daesh qui a tenu le haut du pavé et qui a eu le pouvoir pendant des années. C'est ça la Syrie. C'est pas ce qui se passe en Libye. Bernard-Henri Lévy, vous restez avec nous. On poursuit notre entretien. Ce sujet, l'Europe, votre pièce. Alexandre Devecchio du Figaro va nous rejoindre. Toujours sans tabou, toutes les questions posées. Merci d'y répondre avec franchise. Et sans voix en plus. Et sans voix. J'espère que vous allez la retrouver. J'ai perdu ma voix sur les scènes de théâtre. Que vous allez retrouver en Ukraine. Restez avec nous, à tout de suite. Une poignée de minutes, on se retrouve.